Bienvenue dans cette vidéo dans le guide complet du BSAR. Le BSAR, vous en avez déjà, je pense, entendu parler. C'est une manière d'investir dans les startups. On va bien sûr détailler ce que c'est dans les détails, les avantages et les inconvénients, que ce soit pour l'entrepreneur, que ce soit pour l'investisseur, et aussi les points d'attention lors d'une levée en BSA. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le BSAR? Le BSA, c'est le bon de souscription en action, et l'AIR, donc AIR, c'est l'accord d'investissement rapide. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que le BSAR, c'est strictement français. En anglais, enfin aux États-Unis, on a le SAFE qui avait été créé par Y Combinator en 2013. Et le BSR, c'est une adaptation française. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la différence exacte entre les deux parce qu'il y a un point juridique qui fait qu'on ne pouvait pas importer les SAFE tels quels. Donc on les a adaptés, on a un peu bricolé pour avoir le même effet financier. Et c'est le principal. Donc déjà, pour rappel un peu, qu'est-ce qui se passe quand on fait une levée de fonds classique? On va fixer une valorisation pré-monnaie, on va définir combien on investit et donc une valorisation post-monnaie qui est la valorisation pré-monnaie plus le montant investi. Par exemple, si j'investis 200 000 euros dans une startup a besoin de 200 000 euros, elle va essayer de se diluer le moins possible et elle va essayer de négocier avec des investisseurs. Les investisseurs vont dire 200 000 euros, moi pour 20% ça me va. Et donc 200 000 euros pour 20%, ça veut dire que la valorisation post-monnaie, c'est donc de 1 million. La valorisation pré-monnaie, c'est donc de 800 000. On a fixé la valorisation. Les investisseurs reçoivent leurs actions en échange des 200 000 euros. Ils ont donc 20% des actions pour 200 000 euros. Et donc là, on a une autre forme qui est le BSAR, donc qui est un bon de souscription en actions. Le principe, et pourquoi il existe, le principe, c'est d'aller très vite dans la levée de fonds, d'aller beaucoup plus vite que lors d'une levée de fonds classique. Déjà, alors il y a deux grands intérêts, on va dire, enfin deux grands principes pourquoi ça existe. Donc pourquoi on va plus vite, hein, en gros, il y a deux choses. La première chose, c'est l'absence de négociation de la valorisation. On n'est pas obligé de négocier la valo tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Et la deuxième chose qu'on n'est pas obligé de faire, c'est on a beaucoup moins de frais juridiques en fait, on a beaucoup moins de juridiques et donc tout ça, ça fait gagner énormément de temps et d'argent. Aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans la négociation, on va aussi moins, alors il y a aussi d'autres clauses qui se rajoutent du coup, mais on va peut-être moins négocier le pacte d'actionnaire. Le pacte d'actionnaire va être plus classique, plus facile à faire. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc l'investisseur, donc voilà, on a dit que l'entrepreneur avait besoin de 200 000 euros, il va donc dire j'ai besoin de 200 000 euros et je lève en BSAR. L'investisseur va investir ces 200 000 euros, mais une valorisation qui n'est pas encore fixée très précisément et qui va dépendre de la valorisation future lors de la prochaine levée de fonds. En fait, les investisseurs ont simplement un bon qu'ils vont convertir en action au moment de la prochaine levée de fonds. Les grandes clauses qu'on va mettre en général, c'est une valorisation minimale, qui est la valorisation floor, et une valorisation maximale, qui est la valorisation cap. Quelque part, on parle quand même de valorisation, avec la valorisation cap. C'est un peu celle qui est la plus regardée, c'est un peu celle qui protège l'investisseur. Et l'autre élément qu'on peut utiliser, qui est très souvent utilisé, ça va être un discount, par exemple de 20% sur la prochaine levée de fonds. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un nouvel investisseur qui a investi à une valo de 5 millions, eh bien vous aurez une valo de 4 millions avec les 20% de discount. Une autre clause qui est souvent utilisée, c'est une clause de conversion en action s'il n'y a pas de levée de fonds. Alors d'ailleurs c'est levée de fonds ou revente, hein, bien évidemment, mais voilà, si la startup ne lève pas de fonds par exemple dans les 2-3 ans, eh bien dans ce cas-là on va convertir en action et on va définir la valorisation dans le pacte d'actionnaires. Alors je dis qu'on va définir la valorisation. Dans ce cas-là, on peut utiliser une forme un peu plus complexe qui est qu'on va donner un taux d'intérêt. Donc en fait, c'est une BSAR mais qui va devenir quasiment une obligation. Donc c'est autre chose, c'est plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour cette vidéo. Alors d'ailleurs, vous vous demandez peut-être quels sont les différents cas. Par exemple, s'il y a une valorisation cap de 2 millions, qu'on a un discount de 20%, qu'est-ce qui se passe? En fait, simplement, ce qui va se passer, c'est que l'investisseur va pouvoir choisir le meilleur des deux, celui qui est la valorisation la plus basse. Donc très concrètement, il va se dire, je vais regarder la valorisation cap, ou alors la valorisation moins 20%, quelle est la plus basse des deux. Petite remarque qui va peut-être vous intéresser, c'est que d'un point de vue financier, en fait un BSA, ce n'est pas une action, ce n'est pas une obligation, c'est une option. En fait c'est une option d'achat futur.
Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des chercheurs qui ont utilisé le BSAR comme un objet d'étude et ils ont appliqué des modèles qu'on applique normalement aux options, comme le modèle Black-Scholes, donc en finance de marché, qui est très utilisé pour faire des calculs sur les options. Passons maintenant aux avantages, inconvénients et points d'attention juridiques. Donc premièrement, les avantages, on va commencer par les avantages pour l'entrepreneur, pour la startup. Premièrement, rapidité de mise en place. Deuxièmement, moins de frais juridiques. Troisièmement, pas besoin de fixer la valorisation, donc ça revient un peu à un gain de temps évidemment. C'est assez utile d'ailleurs parce que en early stage, c'est parfois un peu compliqué de fixer sa valorisation. On n'a pas forcément d'entreprise comparable. En fonction du secteur, ça va beaucoup varier, donc ça permet franchement de moins se prendre la tête. De moins se prendre la tête et aussi de ne pas faire une erreur, parce que parfois on peut se dire ah mince, j'ai fait une erreur sur la valorisation au premier tour. Que ce soit une valorisation trop basse, mais aussi trop élevée. Un autre avantage, c'est que ça permet de lever dans ce qu'on appelle en rolling basis, c'est-à-dire de prendre tous les tickets qui arrivent un par un. Tout simplement parce que quand on fait une levée de fonds plus classique, on a intérêt à faire un seul closing, une seule tranche. Alors on peut faire plusieurs tranches, bien évidemment. Si vous investissez plus tôt, vous devez avoir des avantages par rapport à quelqu'un qui a investi plus tard. Donc forcément, on va regrouper les tickets. Pour pas dans une levée de fonds classique, c'est déjà assez complexe. On va pas faire des conditions. Par exemple, si vous avez un investisseur qui vous dit oui le 1er janvier, un qui vous dit oui le 15 janvier, n'allez pas faire des levées de fonds successives avec des conditions différentes. Vous allez les regrouper. Donc au premier, vous allez dire ok, mais j'attends que j'ai plus de oui pour faire un closing. Donc en général, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire idéalement un closing et potentiellement plusieurs tranches pour faire plusieurs closings. Là, vous n'avez pas besoin, c'est plus facile. Vous pouvez faire des BSA avec des conditions potentiellement plus favorables au premier. Mais voilà, vous pouvez le faire plus rapidement. C'est-à-dire que s'il y en a un qui vous dit oui le 1er janvier, vous n'avez pas besoin d'attendre le 15 janvier avec le deuxième investisseur, vous pouvez y aller un peu plus vite, quoi. Un gros point aussi, c'est que ça bloque pas forcément la levée suivante. C'est-à-dire que souvent, c'est des conditions qui vont pas être bloquantes. Contrairement à une levée de fonds, par exemple, quand vous avez un downsize, un down round, pardon, donc un round, donc un tour de table qui va être moins cher, c'est un peu plus complexe, ça peut bloquer beaucoup plus. On passe maintenant aux avantages pour l'investisseur. Donc l'intérêt, il est aussi de gagner du temps, bien évidemment. Ça limite évidemment la négociation juridique, qui peut évidemment prendre du temps, mais aussi qui peut amener à des erreurs. Et ça permet aussi d'accéder à des opportunités plus rapidement, grâce à la rapidité qu'on a. Vous voyez, les avantages pour l'investisseur sont souvent un petit peu plus faibles que pour les startups. C'est quelque chose que les startups adorent, un peu moins les investisseurs. On passe aux inconvénients pour la startup. Le premier, c'est une dilution future qui peut potentiellement être plus forte, notamment si la valorisation future est assez basse, ou aussi, attention, s'il n'y a pas de future levée de fonds. C'est un risque que l'entrepreneur prend. Un autre point pour les entrepreneurs, c'est que si vous émettez beaucoup de BSAR, ça peut complexifier beaucoup les choses, notamment dans le cas de conditions différentes, etc. Au moment d'une prochaine levée, la visibilité peut être un peu moins claire, notamment pour de nouveaux investisseurs. Les inconvénients pour l'investisseur notamment, c'est qu'on n'a pas de droit de vote, on n'a pas de droit de gouvernance tant qu'on n'a pas encore les actions. Donc ça peut poser problème tant que le BSA n'est pas encore converti. On n'a pas encore de pacte d'actionnaires aujourd'hui, il faudra le négocier plus tard. Alors on peut avoir évidemment des droits associés, attention, dans le contrat, c'est un contrat, donc évidemment qu'il y a des clauses, etc. On peut un peu ajouter des clauses comme on veut, mais c'est plutôt une bonne pratique, c'est-à-dire qu'il y a c'est moins protégeant en tout cas, ça protège beaucoup moins qu'un pacte d'actionnaires directement mis dès le départ. Alors là, c'est pas forcément un inconvénient pour l'investisseur, c'est plutôt un point d'intention, c'est au niveau de la valorisation en fait. Est-ce qu'à la fin vous êtes gagnant, est-ce que vous êtes content vraiment du deal? Enfin, il faut vraiment se dire si j'ai une levée de fonds dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, à telle valo, à une valo cap, une valo floor, une valo plus élevé que le cap, une valo plus basse, entre deux, quelle est la valo que moi j'aurai? Et vraiment, il faut faire tous les cas possibles et vraiment se demander si on n'est pas un peu perdant à faire ça. Et en fait, ce qui peut arriver dans un BSA, c'est qu'au niveau de la négociation, ça peut un peu bloquer parce que l'investisseur a l'impression d'être perdant et l'entrepreneur a aussi l'impression d'être perdant. Parce qu'il y a un peu ce flou, cette range, et donc comme c'est pas très clairement dit aujourd'hui, on envisage le pire cas pour les deux, et donc il y a cette différence entre les deux valos, et on sait pas, et on se dit
Est-ce que je ferais pas mieux voilà, de ne pas investir parce qu'en fait, je vais être perdant, je vais pas avoir un si gros avantage que ça. Donc, il faut faire attention à ça, bien évidemment. C'est plutôt un point d'attention qu'un inconvénient. Les points de vigilance, points d'attention juridique. Le premier, c'est de bien faire attention à l'événement de déclencheur de la conversion. Parce que ça peut être un peu flou. Donc il faut vraiment le dire très distinctement. La deuxième chose, c'est attention. Pareil, c'est un peu la même chose, mais souvent on va parler de levée qualifiée. C'est-à-dire avec un certain montant d'investissement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que si c'est plein de petites levées, ça compte ou pas ? Parce que si c'est moins de 50 000 euros, puis qu'en fait on n'a que des levées de 40 000 euros, bon voilà. Aussi bien évidemment prévoir la gestion en cas de liquidation de la société, en cas de revente, qu'est-ce qui se passe ? Il faut aussi bien évidemment regarder un petit peu les clauses les plus classiques d'impact d'actionnaire et regarder ce que vous pouvez vous aussi mettre dans le BSAR. Parce que évidemment, si vous ne mettez rien, si vous ne mettez aucune clause, vous allez être dans une situation, dans un pouvoir de négociation plutôt faible au prochain tour. Attention aussi à une clause d'information minimale parce que vous n'êtes pas actionnaire, donc vous n'êtes pas forcément tenu informé en tant qu'actionnaire. Vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas actionnaire, donc vous n'avez pas les mêmes droits qu'un actionnaire tout simplement. Donc peut-être que c'est quelque chose à mettre dans les clauses. Donc voilà, il y a évidemment plein d'autres points d'attention évidemment. Le plus simple, je pense, si vous voulez investir en BSAR ou pas et ne pas faire d'erreur juridique, c'est de rejoindre un réseau de Business Angel comme Badge, comme Business Angel des grandes écoles, qui est le réseau dont je suis le délégué général. Nous sommes un réseau de plus de 300 membres, nous investissons plus de 4 millions d'euros par an, nous avons l'habitude de faire des levées de fonds, nous avons des pactes d'actionnaires templates que nous proposons aux entrepreneurs et qui sont souvent acceptés, qui peuvent être négociés aussi, mais qui sont un premier élément de base et qui vont vous protéger et vous assurer que vous ne prenez aucun risque. Et en tout cas, vous avez aussi la force du collectif qui fait que vous ne ferez pas de grosses erreurs que j'essaie de minimiser avec cette vidéo. Donc voilà, vous avez toutes les informations dans la description. Donc on s'appelle Badge Business Angel des grandes écoles. On n'est pas ouvert qu'aux grandes écoles, c'est juste qu'à la base, on était des Business Angel des grandes écoles et on a fondé ça. Je vous invite à aller voir ça sur le site si ça vous intéresse. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.